Est-ce que les femmes ont le droit d'être résolues? Finalement, avec cette question, on continue de tourner autour de la question de la liberté, du contrôle social, de la possibilité pour les femmes de faire des choix qui leur appartiennent sans être suspectées d'être soit dans la provocation, soit sous influence, soit dans une situation de servitude volontaire. Et cette histoire va nous être racontée par une jeune femme, Marianne Tiganimine. Elle est entrepreneuse, adepte des arts martiaux, autrice également d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Différente comme tout le monde » et avec quelques singularités que je vous laisse découvrir en même temps que son tempérament à fleuret moucheté, en tout cas au début. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une amie que beaucoup qualifieraient de bobo parce qu'elle consomme des produits bio, parce qu'elle achète ses fruits et légumes directement chez le producteur, parce qu'elle fait très attention à la traçabilité des produits qu'elle consomme. Et récemment, j'ai appris qu'elle était pour la recherche sur le développement des OGM. Étrange. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Puis je me suis renseignée et j'ai découvert que c'était pas si contradictoire que ça en fait. Au contraire, j'ai découvert qu'être pour la recherche sur le développement des OGM, c'est permettre la découverte d'aliments potentiels qui consommeront moins de terre, provoqueront moins de déforestation et donc préserveront un peu plus l'environnement. Et que finalement, en fait, effectivement, il y a pas mal d'OGM qui sont nocifs pour la santé, mais que ceux du futur n'ont pas forcément vocation à l'être également. Alors quand j'en ai parlé à mon entourage, on m'a regardé en faisant des grimaces, en me disant mais c'est pas possible en fait que ces deux convictions, qui sont plutôt antagonistes en apparence, puissent correspondre, puissent coexister. Et en fait, j'ai compris qu'il s'agissait tout simplement d'un contre-pied. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu fan de foot, mais dans le foot, en fait, on voit pas mal de contre-pieds. Donc le contre-pied, c'est quoi? C'est le fait de lancer la balle ou de prendre la direction opposée à celle attendue par son adversaire. Et quand est-ce qu'on voit beaucoup de contre-pieds, et qui sont les plus grandes victimes des contre-pieds? Ce sont les gardiens de but, notamment lors des pénaltys. Alors, je me suis demandé, en fait, pourquoi on avait un peu de mal avec les contre-pieds. Donc pourquoi on avait du mal à les saisir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine culture médiatique qui nous poussait en fait à consommer des messages, des situations, et à les lire et à les comprendre d'une seule manière, parfois même de manière contradictoire. Alors je ne sais pas si vous avez un peu suivi les primaires américaines lors des dernières élections, mais j'étais étonnée de voir tous ces journalistes qui étaient choqués de voir que pas mal de salariés de la tech à la Silicon Valley avaient préféré soutenir Bernie Sanders, qui est quand même considéré comme une sorte de gauchiste outre-Atlantique, plutôt qu'Hillary Clinton, alors que ces salariés n'ont pas forcément besoin d'avoir accès aux soins, etc. Et j'avais aussi trouvé très drôle qu'on s'interrogeait sur ces millionnaires qui étaient pour des fervents défenseurs de l'école publique gratuite. Et en fait, la question, elle est très simple. Ces gens-là, en fait, c'est pas des bizarreries, c'est pas des gens contradictoires, c'est juste des personnes intelligentes et égoïstes qui savent qu'il vaut mieux vivre avec autour de soi des personnes éduquées. Alors, sans transition, je vais vous parler d'un truc pas très glamour, je vais vous parler des dents de sagesse, et vous comprendrez pourquoi ensuite je vous en parle. Alors, les dents de sagesse, en fait, on en a tous, ou presque. C'est un peu ce qu'on appelle un vestige de l'évolution. Donc, nos ancêtres avaient besoin de plus de molaires, à l'époque où ils mangeaient moins de viande. Puis on a découvert le feu, on est devenu un peu plus carnivore, et on n'a plus besoin d'autant de molaires. Alors, pourquoi je vous parle de ces vestiges du passé? Parce qu'en fait, des vestiges du passé, on en a beaucoup dans notre quotidien. Et en fait, il n'y a rien de contradictoire à pouvoir vivre avec des vestiges du passé.
Et j'ai notamment en tête un vestige du passé qui fait beaucoup l'actualité ces 30 dernières années, en tout cas que moi je considère comme ça. Je pense notamment au voile. Donc le voile que portent certaines femmes musulmanes peut être considéré, en tout cas moi je le considère, comme un vestige d'une époque où effectivement le patriarcat et la misogynie étaient une norme un peu partout dans le monde. Mais il n'y a rien de contradictoire à penser ça d'un côté et à penser de l'autre côté que des femmes de confession musulmane occidentale puissent le porter en le choisissant, en ayant une démarche personnelle et en se disant bah, « moi j'ai envie de le porter ce voile ». Et personne ne me force, c'est un choix personnel. Et donc quand on voit cette jeune femme, cette très belle jeune femme, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse célèbre qui s'appelle Salima Aliani, qui est donc une youtubeuse beauté, une make-up artiste très reconnue, donc qui est devenue égérie L'Oréal. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment une femme libre, en tout cas elle le dit, et quand je regarde ses vidéos, j'en ai aucun doute. Mais le problème c'est qu'on nie à Salima et à d'autres femmes qui peuvent lui ressembler parce qu'elles portent un peu la même chose, on lui nie en fait ce qu'on appelle son agency, donc sa capacité d'agir et sa capacité à avoir une emprise sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Quand je dis « on », je pense en fait à certaines personnes, et malheureusement à certaines femmes, qui sont donc des féministes, médiatiquement en vue, politiquement écoutées, qui ont un discours qui a fait qu'on a considéré, on considère encore malheureusement, que ces femmes sont au mieux des victimes qui subissent, au pire des victimes consentantes. Et j'ai en tête bien sûr l'ancienne ministre Laurence Rossignol, qu'on avait interrogée au moment d'une grande polémique sur la mode dite islamique, la mode dite pudique, et à qui on avait dit, vous savez, Madame Rossignol, il y a des femmes qui choisissent de porter le voile. Et elle a dit, ah oui, oui, je sais. D'ailleurs, je vais citer la phrase qu'elle a pu dire. Bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Alors moi, quand j'entends ça, en fait, je me pose une question. Je me dis, en fait, c'est quand même bizarre. D'un côté, on considère que ces femmes sont des victimes, mais de l'autre, on fait tout pour les empêcher d'avoir accès à des études supérieures. On parle même de légiférer. On les empêche aussi d'accompagner leurs enfants, quand elles ont des enfants, lors de sorties scolaires. On leur empêche aussi d'avoir un travail. C'est compliqué quand on est voilé de trouver des débouchés sur le marché du travail. On les empêche aussi de parler, parce qu'on parle tout le temps d'elles, mais on ne leur tend jamais le micro. Et donc, je sais que certaines personnes vont me trouver un peu excessive, donc je me suis dit que peut-être j'allais vous parler de l'expérience d'une personne que je connais très bien. Et donc cette personne, c'est Mariam. Donc Mariam, 23 ans à l'époque où cette photo est prise, c'était en 2011. Donc il ne faut pas la juger, le color block était à la mode à l'époque. Donc Mariam, elle pose fièrement devant les locaux de sa première start-up. Donc c'est une start-up qu'elle a montée. Donc c'était un magazine féminin en ligne qui s'appelait Hijab and the City, qui réunissait parfois jusqu'à plus de 350 000 visiteurs uniques par mois. Et donc pour lancer ce business, Mariam, elle a dû interrompre ses études, aux grandes dames de ses parents. Elle a fini par les reprendre. Et donc ça ne lui a pas posé trop de problème d'interrompre ses études, parce que d'une part, elle en avait marre qu'on parle d'elle à sa place, dans les médias. Elle en avait marre qu'on la présente soit comme une beurette, soit comme une sorte de main de Fatma ambulante, soit comme une sorte de porte-étendard d'un islam belliqueux, politique. Elle avait aussi quelques problèmes à l'université. En fait, elle se disait que de toute manière, elle allait finir avec un bac plus 5, mais que sur le marché du travail, elle ne trouverait pas de travail. Donc à quoi bon? Elle voyait autour d'elle des filles qui portaient le voile, qui étaient juristes de formation, linguistes, statisticiennes, et qui galéraient. Elle se dit, à quoi bon? Autant monter mon propre business, au moins j'aurai mon propre débouché. Et puis, elle avait aussi quelques expériences assez désagréables à la fac. Elle avait rencontré des profs qui lui faisaient comprendre à chaque fois que sa place n'était pas à l'université. Et malheureusement, les plus virulents de ces profs, c'était des femmes. Et c'était des femmes en plus qui se revendiquaient féministes. Alors il y avait notamment cette grande ethnologue qui lui avait dit un jour « Sortez de mon amphi, vous êtes la honte des femmes ». Il y a aussi eu cet autre prof qui lui a dit « Vous savez, moi quand j'ai commencé ma carrière, moi j'acceptais pas trop qu'il y ait des femmes voilées dans ma classe ». Puis un collègue m'a dit « tu sais, c'est mieux qu'elles soient là que devant leur fourneau. » Bon.
Il dit OK. Et puis, il y a eu cette autre prof, avec qui elle avait d'excellentes notes, qui lui a dit « Ah, vous savez, vous êtes très bonne, hein, vous êtes même sûrement la meilleure de mes élèves. Je sais que vous avez une appétence pour la recherche, bah, je serais ravie de vous accueillir dans mon labo. Par contre, ce sera sans votre voile. Ça, je ne peux pas l'accepter. » Donc Mariam, elle s'est dit bah, « Bon, tant pis, quoi. Enfin, on ne veut pas de moi comme je suis. Bah, je vais entreprendre. Et au moins, en fait, quand je lancerai mon propre business, on me jugera sur mon travail. On me jugera sur ce que je vais produire et pas sur ce que je peux représenter. » Et en fait, c'était raté. Parce que quand elle s'est lancée, elle s'est dit bon, bah, je vais me rapprocher de l'écosystème des entrepreneurs, et notamment de l'écosystème féminin. Et donc, elle est partie toquer à la porte du premier incubateur féminin parisien, et on lui a dit cash, ah ben nous, en fait, on n'aide pas les femmes comme vous. Donc, elle s'est dit bon, bah, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on me ferme la porte, c'est pas grave, je vais développer mon business toute seule. Donc, c'est ce qu'elle a fait avec sa cofondatrice. Et donc le succès est arrivé, les journalistes ont commencé à s'intéresser à son business. Donc les journalistes étrangers, ça se passait bien avec eux. Et le problème, c'est qu'avec les Français, il y avait encore quelques préjugés qui subsistaient. Et ça se passait encore moins bien avec les femmes. Et des femmes en plus qui, elles aussi, se revendiquaient féministes. Donc elle se souvient notamment de cette journaliste qui, à l'issue d'une interview, elle a supplié de voir ses cheveux par curiosité. Et finalement, d'ailleurs, son interview n'a même pas été publiée. Et quand Mariam lui a demandé pourquoi, elle lui a dit texto au téléphone « Ah bah ça manquait de clichés. » Donc c'est pas passé à la rédac. Je dis, ah ok. Il y a eu cette autre journaliste qui lui a envoyé un mail à la veille de l'anniversaire des attentats du 11 septembre et qui lui a dit « J'aimerais vous faire réagir en tant que femme voilée. » Bon. Puis finalement, Mariam a décidé de retirer son voile. Oh, j'ai spoilé... Elle a décidé de retirer son voile. Donc vous avez compris que Mariam, c'était moi, parce que je ne suis pas très bonne comédienne. Et donc pourquoi? Bon, ce n'est pas très intéressant de savoir pourquoi. J'aime juste dire que je suis une personne qui change dans un monde qui change. Et donc je ne suis plus du tout adepte du color block. J'aime toujours les photos dans la rue. Bon, ça, je porte même du noir. Et ça, c'était impensable quand j'étais voilée. Quand je portais du noir, on me demandait si c'était pour manifester mon soutien au mollah iranien. Si en fait c'était de la provocation, ou encore si j'étais contre les lumières. Enfin, encore aujourd'hui, j'essaie de comprendre, j'ai toujours pas compris. Et aujourd'hui, on me demande si je suis féministe. Alors qu'avant, on me demandait pas. Avant, bien entendu, j'étais un voile sur pattes, j'étais une traître à la cause, donc il n'était pas question qu'on me demande si j'étais féministe. Alors je réponds très spontanément et très sincèrement que j'ai un problème avec, déjà avec les slides. Je réponds que j'ai un problème, c'est vrai, avec les féministes médiatiques de mon pays, qui longtemps ont nié ma singularité, ont nié ma féminité et ont surtout insulté mon intelligence. Et qu'effectivement, être une femme, ça a été problématique pour moi, enfin parfois, mais qu'il y a d'autres éléments qui ont été encore plus problématiques. Le fait d'être d'apparence musulmane, pour reprendre la fameuse expression, le fait d'être une bougnoule, parce qu'on m'a insulté plusieurs fois de bougnoule, le fait d'être une fille de prolo, le fait d'être une ancienne banlieusarde. Et voilà, finalement, en fait, à la question est-ce que tu es féministe? Je réponds que si être féministe, c'est être pour le droit de toutes les femmes, quelle que soit leur race, leur orientation sexuelle, leur origine sociale, leur âge, et ouais, effectivement, je suis féministe et je le revendique. Et je vais même plus loin, en fait, je suis humaniste, tout simplement. Et je ferai tout pour que toutes les femmes, en fait, soient jugées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles peuvent représenter. Et donc, tout ça, je le raconte un peu dans un livre qui m'a été donné d'écrire. Donc, différente comme tout le monde, tout est dans le titre. Donc, je ne vais pas vous faire de la pub, hein, c'est pas le but, même si je ne perds pas le nord. Mais l'idée, en fait, c'était un peu de contribuer à une sorte de grande thérapie collective dont on a besoin en France, en tout cas, je le pense. Je pense qu'il y a plein de problématiques qui n'ont pas été résolues, qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'interroger, des choses qu'il faut discuter, et qu'il faudrait le faire, en fait, de manière positive, de manière inclusive, sans être dans la confrontation et dans la bagarre. Voilà. Je vous remercie de votre intérêt.
Merci Mariam, un Merci. grand merci. Un de mes grands bonheurs dans l'organisation de ce type de journée, c'est de vous proposer des rencontres comme celle que vous venez d'avoir avec Mariam. Merci beaucoup. Je ferai bien un peu plus connaissance avec vous maintenant, puisqu'on s'est arrêté à la publication de votre livre. Mais j'aimerais bien connaître un peu plus de votre vie actuelle, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, vous êtes entrepreneuse. Donc, quelle activité vous avez montée? Comment s'appelle-t-elle et de quoi elle sert? Donc, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous. On va se rapprocher un peu parce que je pense qu'on est trop loin de la lumière. Donc, je suis la cofondatrice de Babel Business. Donc, c'est un autre business à l'issue de... Donc, qui est en fait une méthode et des programmes pour apprendre à faire du business. Parce que l'idée, en fait, c'est de rendre le business accessible, de le démocratiser, de le démythifier et de faire comprendre, voilà, qu'il ne s'agit pas d'un don ou d'une discipline réservée à une élite, mais que tout le monde peut pratiquer le business comme on pratique le sport. Donc il y a tout un parallèle avec le sport. Voilà. Et à côté de ça, je suis enseignante au Centre pour l'entrepreneuriat de Sciences Po, donc toujours de business. Alors, on a parlé tout à l'heure d'égoïsme. Vous êtes dans le partage, vous, avec cette entreprise-là, puisque vous voulez que ça s'adresse à tout le monde. Exactement. Et vous adaptez des méthodes généralement diffusées dans les grandes écoles pour tout type d'entrepreneur. Ça veut dire que monter un kebab ou une TPE, on le fait grâce à vous avec le même type de méthode que celle que vous avez apprise dans les grandes écoles. Exactement, oui, parce que c'est vrai que c'est devenu à la mode d'entreprendre, mais on a l'impression que si on n'est pas un homme, si on n'est pas blanc, si on n'a pas fait une école de commerce, si on n'est pas enfant d'entrepreneur ou de cadre supérieur, bah, c'est pas fait pour nous. Et c'est vrai que l'exemple du kebab est intéressant parce que quand on crée un kebab, on dit qu'on a créé un kebab. Par contre, quand on fait des burgers en food truck ou autre, on appelle ça une start-up du burger et du food truck. Et en fait, c'est assez frustrant pour pas mal d'entrepreneurs qui, quand on regarde les moyens mobilisés, les résultats obtenus, ont réussi à faire des choses assez fantastiques. Je pense que c'est les piles qui sont tombées en rideau. Ouais, le but, en fait, c'est de profiter de mon expérience, de celle de mon associé, de l'assise qu'on peut avoir auprès des grandes écoles ou autres, et de diffuser en fait ces bonnes pratiques, cette routine business au plus grand nombre. Alors, on peut dire où vous vous trouvez, parce que vous êtes dans un endroit un peu mythique. En tout cas, ça parlera à ceux qui connaissent bien l'environnement du numérique. Oui, donc je suis à la station F. Donc, à Paris, je peux le dire comme ça, c'est la Mecque du numérique. Oui, bien sûr. Hein? Ah oui, bien sûr. Oh, c'est tellement à propos. Ah bah oui, surtout, c'était pas préparé. Hein. Oui, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Alors, on parle de la station F. Merci beaucoup, Mariam. Merci à vous. Doublement merci. Vous savez pour quelle raison. Voilà. Je ne sais pas s'il existe une formule pour dire l'habit ne fait pas le moine, mais on vient d'en avoir une belle illustration à l'instant, Marie.